Comportement électoral des ouvriers, des employés en France, c'est l'abstention. Et après, effectivement, quand les gens votent, ils votent trop pour le Rassemblement national, c'est une évidence, mais contrairement à ce que j'entends à la télévision, ils votent aussi beaucoup pour le nouveau Front populaire. Si vous prenez sur les dernières élections les 10% les plus pauvres du pays, ils ont voté davantage pour le nouveau Front populaire que pour le Rassemblement national. Donc je sais qu'on essaye de dire en permanence à la télévision qu'en quelque sorte les pauvres de ce pays ils voteraient à l'extrême droite, mais c'est pas vrai. Le constat il est plus difficile que ça. Maintenant si vous me dites, et si vous me posez la question de savoir si l'extrême droite est trop forte dans ce pays, fait trop de voix, oui bien évidemment je suis d'accord avec vous. Donc il faut lutter contre. La question ensuite c'est comment on fait pour lutter contre. Bon, et si François Ruffin pense, parce que moi contrairement à lui je ne veux pas faire de procès d'intention, mais si François Ruffin pense comme certaines déclarations le laissent penser, que pour parler à l'ensemble de la population, il y a des sujets, la lutte contre le racisme, la lutte contre les violences policières qu'il faut mettre de côté et ne pas en parler, je lui dis il se trompe, il fait une erreur, parce que si vous voulez rassembler l'ensemble de la population, vous commencez pas par exclure des sujets qui concernent un certain nombre de personnes que vous voulez rassembler. C'est une évidence, c'est assez simple, voilà, point à la ligne. Mais si on veut avoir ce débat de manière tranquille, parce que moi j'ai pas de problème à avoir ce débat, on commence pas par des déclarations mensongères, insultantes et à la limite du racisme, parce que pardonnez-moi, quand vous dites que vous faites une campagne au faciès, c'est-à-dire concrètement que vous considérez que vous donnez pas les mêmes tracts aux gens en fonction de leur couleur de peau, bah moi si c'est ça, je suis fier de pas militer avec François Ruffin. Manuel Bompard, un homme engagé qui refuse de laisser la voix du peuple être étouffée par un gouvernement sourd aux souffrances des citoyens. Dans cette vidéo, il appelle à marcher le 21 pour la destitution de Macron, un président dont les décisions et les politiques ont profondément fragilisé notre société. Sous son mandat, nous avons vu une arrogance inouïe, un mépris des aspirations populaires et des mesures qui ne font que creuser les inégalités. Macron, avec sa politique au service des élites, a montré qu'il préfère protéger les intérêts des plus riches plutôt que de répondre aux urgences sociales. Ces réformes, présentées comme des avancées, ne sont en réalité que des attaques déguisées contre nos droits fondamentaux. Pendant ce temps, les voix dissidentes sont de plus en plus réprimées, et la répression s'intensifie contre ceux qui osent s'opposer à ce système défaillant. Bompard ne recule pas devant la vérité, et il est temps que nous aussi, nous nous levions contre cette dérive autoritaire. Le moment est venu de revendiquer notre droit à la justice sociale et à la démocratie. Préparez-vous à une analyse franche et incisive qui remet en question les dérives de la politique actuelle et qui appelle à une mobilisation massive pour un changement radical. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et exiger un avenir meilleur. Bonjour. Le bureau de l'Assemblée nationale examine aujourd'hui une motion de destitution d'Emmanuel Macron proposée par la France insoumise. Les socialistes ont annoncé hier soir, un peu à la dernière minute, qu'ils la jugeaient recevable, comme vos partenaires écologistes et communistes. Vous êtes content ? Oui, bien sûr. Puisque ça veut donc dire que tout à l'heure au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale comporte 22 membres et il y a 12 personnes parmi les membres de ce bureau de l'Assemblée nationale qui ont dit leur soutien à la recevabilité de cette proposition et donc normalement tout à l'heure le bureau de l'Assemblée nationale devrait la valider. C'est un événement inédit, sans précédent depuis le début de la Ve République qu'une motion de destitution du président de la République franchisse cette étape de la recevabilité au bureau de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que sur le fond, les socialistes réaffirment qu'ils sont hostiles à cette procédure et qu'ils voteront contre tant en commission des lois qu'en séance publique à l'Assemblée nationale. Ils disent Vous aussi, comprenez cette position ? Non, mais ils disent aussi que s'ils votent pour la recevabilité, c'est pour permettre le débat. Oui. Et donc, s'il y a un débat, moi, je forme le vœu de réussir à les convaincre que, en commission des lois, qui est la prochaine étape de l'examen de cette motion de destitution, il faut faire en sorte que cette motion de destitution puisse être votée, parce que tout simplement, le président de la République, en s'asseyant comme il l'a fait sur le résultat des élections législatives, a effectivement outrepassé son rôle, a effectivement manqué à ses devoirs. Et il appartient aux parlementaires dans la Constitution de juger si oui ou non ça doit permettre de franchir une deuxième étape dans cette motion de destitution. À quoi Donc moi, sert un débat, Manuel Bompard ? À quoi sert un débat dès lors qu'on connaît déjà le résultat ? Mais on le connaît pas. Enfin, écoutez, depuis le texte doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres. Je suis tout à fait conscient. Mais je vous fais remarquer que depuis que nous avons lancé cette initiative, on me dit à chaque étape c'est pas possible. Alors au début on me disait c'est pas possible. Bon, il fallait 58 parlementaires. Il y a 81 députés, pas seulement des insoumis d'ailleurs, qui ont déposé cette motion de destitution. En majorité des insoumis, mais il y a aussi d'autres parlementaires. Ensuite, on m'a dit, mais au bureau de l'Assemblée nationale, ça passera pas. On est en train de dire là, sans doute, si le vote se confirme tout à l'heure à 9h30 ce matin, que effectivement ça passe. Donc vous voyez à chacune de ces étapes... donc ça veut dire qu'en fait vous comptez sur les socialistes pour changer d'avis. Non, je compte sur mais même s'ils changeaient d'avis, de toute façon il n'y aurait pas de majorité au bout du compte. Monsieur, si les oppositions sont des oppositions,
les macronistes sont minoritaires en commission des lois. Si les oppositions sont vraiment des oppositions, dans l'hémicycle, les députés macronistes représentent moins d'un tiers des parlementaires. Ça vaut pour l'Assemblée nationale, mais il y a aussi le Sénat. Mais il me semble normalement que le Sénat dispose d'une majorité qui s'inscrit dans l'opposition avec Emmanuel Macron. Donc si les oppositions sont de droite, effectivement avec un des Premier ministre qui oppositions... s'appelle Michel Barnier, issu de leur famille politique. J'en ai bien conscience, mais on va voir au moment où le texte arrivera au Sénat, s'il arrive au Sénat, dans quelle situation politique nous sommes. Moi, je dis aux gens, ne vous laissez pas, comme ça, intimider par tous ceux qui vous disent ça sert à rien. Il y a que les batailles qu'on mène pas qu'on peut pas gagner. Bon, il y a une pétition sur macron-destitution.fr. On est déjà plus de 300 000 à l'avoir signée. Ce sont les parlementaires qui décident, vous le savez, Emmanuel pour Bompard. donner de la force à cette initiative. Oui, mais faites une pétition pour soutenir Michel Barnier. Vous verrez combien de signataires vous aurez. Et puis à ce moment-là, si vous voulez, on comparera au nombre d'électeurs. Imaginons que vous ayez raison et qu'Emmanuel Macron soit destitué, une nouvelle présidentielle. Jean-Luc Mélenchon candidat. Oh là, mais là, vous allez un petit peu vite en besogne. Bah, c'est comme vous. Mais dans l'hypothèse où il y a une destitution du président de la République ou une démission du président de la République, il y aura un candidat pour porter le programme du nouveau Front Populaire. Et moi, personnellement, je considère effectivement que si ça devait avoir lieu demain, à cette étape, Jean-Luc Mélenchon est la personne la mieux placée pour le faire. Mais tout ça va prendre un petit peu de temps quand même. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. C'est une bataille difficile à mener, la bataille de la destitution, mais c'est une bataille qui avance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Emmanuel Bompard, François Ruffin, député de la Somme, a confirmé ce week-end à la fête de l'UMA son désaccord moral et électoral profond avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Et pour ça, il a été hué et la foule a scandé. Écoutez, en le voyant, écoutez, regardez. Et là, j'ai un désaccord moral et électoral profond dans la durée avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Est-ce que c'est normal de huer l'un des vôtres comme ça? Mais d'abord, moi, j'étais pas présent dans cette salle, donc je sais que depuis que ça s'est passé samedi, tout le monde essaye de rendre responsable la France Insoumise. Non, mais vous avez un avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça dommage? Écoutez, je vais vous dire, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi il y a des gens qui ont décidé de le huer au moment de sa prise de parole. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement blessés par les propos de François Ruffin, qui, sur une chaîne de télévision quelques jours auparavant, a reconnu lui-même avoir fait ce qu'il a appelé une campagne au faciès. Mais vous savez pourquoi il le fait? Il le dit pourquoi? Pourquoi il le dit? Non mais attendez, avant d'essayer de justifier ce qu'il a dit, enfin pardonnez-moi, je trouve ça extrêmement choquant. François Ruffin a dit « j'ai eu honte d'avoir fait une campagne au faciès » et je suis d'accord avec lui. Si je l'avais fait, j'aurais eu honte aussi. Mais ce qui est quand même particulièrement inacceptable et insupportable, c'est qu'il essaye d'expliquer qu'en quelque sorte toute la France Insoumise aurait fait ça. Mais c'est pas vrai. Le seule personne qui a fait une campagne au faciès, c'est François Ruffin et personne d'autre ne l'a fait. Non, et donc il y a des gens qui se sont sentis salis par ces déclarations de François Ruffin et je comprends qu'ils sont en colère. Ce qu'il explique au fond, c'est que Jean-Luc Mélenchon et vous, ou la France Insoumise, avez une stratégie politique simple, s'adresser aux quartiers populaires et abandonner le reste de la France. Non, on n'a jamais abandonné le reste de la France. Par contre, oui, on a une stratégie. Et ça devrait, il me semble que pour tous les démocrates de ce pays, ça devrait quand même les intéresser. C'est de dire qu'il y a un certain nombre de zones du territoire, en particulier les quartiers populaires, où quand on arrive au moment des élections, les gens votent 10 points, 20 points, 30 points de moins en moyenne que la moyenne de la population. Et nous, on dit que souvent, les gens qui votent moins que la moyenne de la population, c'est des gens qui ont des intérêts à un changement radical de politique. C'est pas ce que dit et donc, on leur dit qu'il faut s'adresser à eux. Oui, François Ruffin, il ne vous reproche pas de s'adresser aux personnes des quartiers, il vous reproche de ne pas vous adresser aux autres, à ceux qui sont dans ce qu'il appelle la France des clochers, et notamment donc dans sa circonscription à lui. Monsieur, d'abord dans sa circonscription, pardonnez-moi, vous regarderez les résultats, les résultats aussi, il y a de tout dans la circonscription de François Ruffin. Mais expliquez-moi, s'il vous plaît, dans quelle mesure, quand le programme du nouveau Front Populaire et le programme de la France Insoumise défend, par exemple, qu'il faut lutter contre les déserts médicaux, à qui on s'adresse si on s'adresse pas en particulier aux gens qui habitent dans les zones rurales? Quand on propose, par exemple, de faire en sorte de réguler l'installation des médecins pour qu'il puisse y avoir des médecins sur l'ensemble du territoire, à qui on s'adresse si on s'adresse pas à l'ensemble de la population? Il y a des accusations contre la police. C'est ce que nous disait par exemple le politologue Jérôme Fourquet qui était présent hier, qui a fait une étude très intéressante sur le vote RN. Il disait voilà, quand il y a des slogans contre la police dans les circonscriptions dont on parle, notamment celle de François Ruffin, dans des zones rurales, ça passe pas. Mais ça c'est rédhibitoire pour ces électeurs. Mais monsieur, il n'y a jamais eu dans nos propos
propos et dans nos propositions politiques des slogans contre la police. Il faut pas dire. Le problème, c'est qu'il suffit Jean-Luc pas... Mélenchon l'a dit, la police tue quand même. Mais attendez, excusez-moi, Maître Henri Leclerc, qui est malheureusement décédé il y a pas très longtemps et qui était un grand défenseur des droits de l'homme, avait dit une fois sur un plateau une chose très simple. Il avait dit que la police tue, c'est une évidence. La question, c'est de savoir si quand elle le fait, c'est justifié ou pas. Voilà ce qu'il avait dit. Bon, là, donc, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, c'était... Mais attendez. Elle tue quand il y a... Mais excusez-moi, mais quand il y a des cas... Et bien évidemment, c'est pas l'ensemble des policiers qui en sont coupables. Quand il y a des cas de violence policière et qu'il y a quelqu'un qui meurt suite à une interpellation d'un policier et ce qui est inacceptable et insupportable, il est quand même de notre devoir et de notre honneur de dénoncer ces situations. Enfin, écoutez, prenons pas les sujets dans tous les sens parce que sinon on va rien comprendre. Voilà ce que je vous dis. Si vous voulez rassembler la population dans son ensemble, vous ne pouvez pas considérer qu'il y a des sujets qui concernent une partie de la population et que vous devez mettre sur le côté. Que vous rassemblez pas tout le monde. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui dit voilà, il faut conflictualiser. Est-ce que c'est une stratégie de rassemblement, ça? Mais ça dépend sur quoi. Enfin, conflictualiser. Quand vous avez aujourd'hui une toute petite minorité de la population qui s'approprie les richesses, qui s'approprie le pouvoir, qui y compris veut pas lâcher le pouvoir quand il perd les élections, oui, bien sûr, il faut que les gens ils comprennent que ces personnes-là qui sont responsables de la situation du pays. Ça, c'est dans votre manière de faire de la politique. Juste, pardon, revenons sur le fond des accusations. Je me rappelle de François Ruffin allant devant l'Élysée. Je crois qu'à l'époque, c'était assez conflictuel. Juste sur ce qu'il vous reproche, il dit vous avez oublié une partie des Français et il cite même Jean-Luc Mélenchon qui aurait dit la dénazification de l'Allemagne, ça a pris 25 ans, donc bon, il faut prendre patience, mais c'est pour moi plutôt un choix de l'abandon, en parlant des régions acquises au Rassemblement national. Vous êtes tous les deux journalistes. Ouais. Il me semble que le travail quand même de médiatique, c'est de vérifier les informations. On ne peut pas s'appuyer comme ça. Pardon, mais c'est l'un des vôtres qui le dit. Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu dire ça. Il a rompu avec la France Insoumise depuis 3 mois. Il soi-disant dévoile des conversations privées. Moi, j'en sais rien, si elles ont existé ou pas. Mais le sujet, c'est pas ça. Si vous voulez juger de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, il fait des conférences, il publie des livres. Adressez-vous à ça et regardez à partir de ça, à partir de déclarations qui, pardonnez-moi, mais sont mensongères. Parce que vous pouvez continuer à répéter sur tous les plateaux de télévision depuis plusieurs jours que la France Insoumise fait des campagnes aux faciès, mais un travail de journaliste, c'est de vérifier si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Non, mais justement, c'est pour ça hormis les déclarations de François Ruffin, personne n'a jamais fait ça. Vraiment, vérifier, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous en avez? Est-ce que par exemple, dans cet autre passage de son livre, quand il me racontait Hénin Beaumont, ça c'est François Ruffin qui parle à propos de Jean-Luc Mélenchon. Quand il me racontait Hénin Beaumont, c'était à la limite du dégoût. On ne comprenait rien à ce qu'il disait, rapporte-t-il à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il transpirait l'alcool dès le matin. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parlerait des électeurs d'Hénin Beaumont où il s'est présenté face à Marine Le Pen. Non, mais c'est pas. Oui, mais moi je vais pas. Ça, vous voulez que je vous raconte des conversations privées avec François Ruffin et ensuite vous allez lui poser des questions? Non, mais donc la question qu'on vous pose, puisque vous êtes bien passé, vous connaissez très bien Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a pu dire des choses pareilles? Mais non, mais Jean-Luc Mélenchon a été candidat sur la circonscription d'Hénin Beaumont. Il a été soutenu par un certain nombre d'électrices et d'électeurs. Jean-Luc Mélenchon s'adresse à la population. Jean-Luc Mélenchon s'adresse à la population dans son ensemble. Jean-Luc Mélenchon essaye de défendre les ouvriers, les salariés, toutes celles et ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur travail aujourd'hui, toutes celles et ceux qui souffrent de la politique d'Emmanuel Macron. Et Jean-Luc Mélenchon s'adresse à tous. Donc il faut arrêter, si vous voulez, sur la base de soi-disant déclarations sur des conversations privées. Bah si, c'est soi-disant. Alors sans parler du soi-disant, revenons sur les faits. Voilà. On l'a dit. Vous, élu de la France Insoumise, vous êtes justement principalement élu dans les quartiers, dans les villes. Vous n'êtes pas élu dans les territoires ruraux. Mais ça dépend, madame. Enfin, ce écoutez, sont des faits. Mais non, ce ne sont pas des faits. Non, ce ne sont pas des faits. Au groupe de la France Insoumise siègent 2 députés sur les 3 députés de la Haute-Vienne, madame. Au groupe de la France Insoumise siège une députée du département du Tarn. Au siège de la France Insoumise, au groupe de la France Insoumise a été élue au moment des élections législatives de 2024 une autre députée dans le département de la Somme. Bon, donc ne dites pas qu'il y a à la France Insoumise que des députés issus des grandes villes. Ce n'est pas vrai. C'est de prendre aussi le problème. Non, mais c'est factuellement faux. Mais il y a un fait que rappelle François Ruffin, c'est que voilà, dans les régions qu'on a pu appeler la France périphérique, les zones semi-rurales, le Rassemblement national est très très fort. Or, il s'agit d'employés, d'ouvriers, souvent de retraités qui ne votent pas pour vous. Et lui dit ça n'est pas normal. Est-ce qu'au moins sur ce constat vous le rejoignez? Le premier comportement. Bompard aborde plusieurs points clés dans son intervention. Il critique ouvertement les choix politiques de Macron, soulignant que ceux-ci servent principalement les intérêts des élites économiques au détriment des classes populaires.
En dénonçant cette dérive autoritaire, Bompard met en avant la nécessité d'un retour à une démocratie véritable, où les citoyens seraient réellement écoutés et représentés. En incitant à marcher pour la destitution de Macron, Bompard cherche à galvaniser un mouvement populaire. Cet appel à l'action est crucial pour rassembler ceux qui se sentent frustrés et impuissants face à la situation actuelle. Il appelle à un sursaut citoyen et à une réaffirmation des valeurs démocratiques. L'intervention de Manuel Bompard est un appel urgent à la mobilisation contre une politique perçue comme injuste et déconnectée. En dénonçant les abus de pouvoir et en plaidant pour une démocratie véritable, il invite les citoyens à s'unir pour revendiquer leurs droits. Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la répression s'intensifie, le message de Bompard résonne comme un appel à l'espoir et à l'action. C'est un moment clé pour repenser notre engagement politique et revendiquer un avenir où la voix du peuple compte vraiment. Le comportement électoral des ouvriers, des employés en France, c'est l'abstention. Et après, effectivement, quand les gens votent, ils votent trop pour le Rassemblement national, c'est une évidence, mais contrairement à ce que j'entends à la télévision, ils votent aussi beaucoup pour le nouveau Front populaire. Si vous prenez sur les dernières élections les 10% les plus pauvres du pays, ils ont voté davantage pour le nouveau Front populaire que pour le Rassemblement national. Donc je sais qu'on essaye de dire en permanence à la télévision qu'en quelque sorte les pauvres de ce pays ils voteraient à l'extrême droite, mais c'est pas vrai. Le constat il est plus difficile que ça. Maintenant si vous me dites, et si vous me posez la question de savoir si l'extrême droite est trop forte dans ce pays, fait trop de voix, oui bien évidemment je suis d'accord avec vous. Donc il faut lutter contre. La question ensuite, c'est comment on fait pour lutter contre. Bon, et si François Ruffin pense, parce que moi, contrairement à lui, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais si François Ruffin pense, comme certaines déclarations le laissent penser, que pour parler à l'ensemble de la population, il y a des sujets, la lutte contre le racisme, la lutte contre les violences policières, qu'il faut mettre de côté et ne pas en parler, je lui dis, il se trompe, il fait une erreur, parce que si vous voulez rassembler l'ensemble de la population, vous commencez pas par exclure des sujets qui concernent un certain nombre de personnes que vous voulez rassembler. C'est une évidence, c'est assez simple, voilà, point à la ligne. Mais si on veut avoir ce débat de manière tranquille, parce que moi j'ai pas de problème à avoir ce débat, on commence pas par des déclarations mensongères, insultantes, et à la limite du racisme, parce que pardonnez-moi, quand vous dites que vous faites une campagne au faciès, c'est-à-dire concrètement que vous considérez que vous donnez pas les mêmes tracts aux gens en fonction de leur couleur de peau, bah moi, si c'est ça, je suis fier de pas militer avec François Ruffin. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise avec nous jusqu'à 9h. On laisse passer le fil info 8h46, Maureen Suignard. Des crèches qui fonctionnent à bas coût en profitant par ailleurs de l'argent public. Le journaliste Victor Castanet sort un nouveau livre enquête, cette fois sur les crèches privées. Les repas sont parfois rationnés, les conditions de travail dégradées. Une situation scandaleuse déplore sur France Info la rapporteure de la mission Flash sur la question. Ce serait un événement inédit, sans précédent, se réjouit sur France Info Manuel Bompard, le député coordinateur de la France Insoumise. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait ce matin valider la recevabilité de la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Les socialistes ont décidé hier soir de valider cette étape, mais ensuite ils voteront contre, considérant que la procédure est vouée à l'échec. Meta, qui possède Facebook, Instagram ou encore WhatsApp, interdit aux médias d'État russes d'accéder à ces plateformes, et cela dans le monde entier. Le groupe américain dit vouloir éviter toute activité d'ingérence étrangère. La rencontre sera à suivre bien sûr sur France Info ce soir dès 21h, le LOSC contre le Sporting Portugal, un match de Ligue des Champions de football qui se déroule au Portugal. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Manuel Bompard, votre collègue Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, envisage de se rendre aujourd'hui à Matignon pour obtenir les lettres plafond et autres documents concernant le budget 2025. Michel Barnier, le Premier ministre, lui a promis de les lui envoyer. On en est où là aujourd'hui ? À ma connaissance, Monsieur Barnier avait promis ces documents pour hier. Et je n'ai pas eu l'information qui me permet de vous dire aujourd'hui que Éric Coquerel a reçu ces documents. Ce qui quand même pose un problème majeur. On parle de lettres de plafond qui ont été envoyées au mois d'août par Gabriel Attal à l'époque au ministère et qui, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, en quelque sorte définit auprès des ministères quels sont les grands arbitrages budgétaires, quelles sont en gros les économies qu'ils vont devoir faire, puisque ce qu'on a devant nous, c'est un immense budget d'austérité que prépare Monsieur Attal et que prépare dorénavant Monsieur Barnier. La moindre des choses dans une démocratie, c'est qu'on puisse avoir les informations sur le budget pour pouvoir en débattre à l'Assemblée nationale. On apprend hier que finalement Monsieur Barnier ne va pas respecter la règle. Normalement, la règle, c'est qu'on présente le budget avant le 1er octobre.
et qu'on évoque la date du 9 octobre maintenant. Ça, c'est sûr. Vous avez des confirmations là-dessus comme moi député? j'ai lu, non, ce n'est pas sûr, mais j'ai lu comme vous les informations dans la presse, et je vois bien, et je sais qu'on a tendance à prendre les sujets comme ça les uns après les autres, mais il faudrait quand même que tout le monde se rende compte que dans ce pays, on est en train de franchir une à une toutes les règles d'un fonctionnement démocratique normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à la sortie de France Info, vous allez à Matignon pour faire... Moi, je suis pas président de la commission des finances, et donc je vais voir ce que le président de la commission des finances et le rapporteur général, Monsieur de Courson, puisque je sais qu'ils ont fait ces demandes ensemble, vont décider. Mais il me semble, en tout cas, qu'à partir du moment où le Premier ministre ne transmet pas les informations nécessaires aux parlementaires pour travailler, c'est l'honneur des responsables, notamment de la commission des finances, de faire en sorte que si ils aillent obtenir ces documents pour que les députés puissent travailler sur le budget, parce que le budget, ça commence maintenant, que ça va avoir des impacts, parce qu'on parle beaucoup de politique politicienne, mais ça va avoir des impacts très concrets dans la vie des gens. On parle de plus d'1 milliard d'économies dans le budget de l'éducation nationale. On parle d'économies dans le budget de la santé. Oui, il y a entre 25 et 30 milliards d'économies à faire l'année prochaine. Vous, là-dessus, vous êtes sur quelle ligne? Parce qu'il va falloir les faire, les économies. Soit c'est des économies, soit c'est plus de prélèvements. Mais non, mais justement, il n'y a pas qu'une solution, c'est couper encore plus dans les dépenses publiques, alors que vous savez tous, enfin, je sais pas, il suffit d'aller dans un service d'urgence dans notre pays ou de regarder la situation de la rentrée scolaire pour savoir que couper encore dans ces budgets-là, alors que nos services publics sont à l'os, franchement, c'est un désastre, ça va être un désastre majeur. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, il y a d'autres solutions, et notamment, il y a une solution, c'est effectivement d'augmenter les recettes. Or, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir... Donc, augmenter les impôts. Non, mais pas forcément les impôts, parce que ça, c'est toujours, excusez-moi, mais ce que nous a dit Monsieur le Maire pendant des années et des années. Quand vous lui dites augmenter les recettes, il vous dit augmenter les impôts. Comme si, et après les gens qui nous écoutent pensent que c'est à eux qu'on va prendre de l'argent. Or, nous, ce que nous proposons, c'est de concentrer ces hausses d'impôts sur les plus riches, sur les grandes entreprises qui ont bénéficié de cadeaux fiscaux extraordinaires. La réforme fiscale, on en a déjà parlé, que nous proposons, elle conduit à ce que 93% des Françaises et des Français payent moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui, et qu'il y en a seulement 7% qui payent davantage. Mais oui, c'est ça la solution. Parce que sinon, c'est quoi la solution? C'est dire qu'on va fermer encore plus de services d'urgence l'été, qu'on va faire en sorte encore plus qu'il n'y ait pas d'enseignants dans un certain nombre de classes. C'est ça les questions très concrètes qui vont nous être posées. Donc nous allons nous opposer au budget d'austérité et nous allons proposer d'autres choix budgétaires. Alors, Manuel Bompard, après la démission de Thierry Breton de la Commission européenne hier, c'est Stéphane Séjourné, ministre démissionnaire des Affaires étrangères et proche de chef de l'État, qui a été choisi par Emmanuel Macron pour le remplacer. C'est une double humiliation. C'est d'abord une humiliation pour la France, parce que manifestement, Madame von der Leyen a révoqué, a licencié comme ça Monsieur Breton, et c'est une humiliation pour Monsieur Barnier. Enfin, excusez-moi, Monsieur Barnier est censé être Premier ministre, et il a validé le choix, hein. Non mais d'accord, il a validé le choix, mais en 1999, quand il y avait une vraie cohabitation, le communiqué de nomination du commissaire français, il était signé à la fois par le président de la République et par le Premier ministre. Là, la vérité, c'est que Monsieur Macron a utilisé cette situation pour recaser un de ses amis qui ne pourra plus être au gouvernement. Or, Monsieur Macron doit comprendre quelque chose de simple, il a perdu les élections. Et donc, quand on a perdu les élections, en démocratie, il n'y a pas de droit de veto du président de la République sur le résultat des élections. Donc, quand on a perdu les élections, eh ben, on tient compte de la démocratie, on tient compte du résultat des urnes. À la place de Stéphane Séjourné? Il y aurait pu avoir un débat, une discussion. Nous, on a des gens très bien qui auraient pu être commissaires européens. Je vais pas commencer à donner des noms, sinon je vais me faire peut-être des amis ou des ennemis. Mais en tout cas, la moindre des choses, ça aurait été que c'était pas une décision, que ça ne soit pas une décision personnelle du président de la République. Et depuis des semaines et des semaines, on assiste comme ça un à un à des dénis de démocratie. Donc je dis aux gens, vous pouvez pas laisser faire comme ça sans réagir. Il y a des manifestations qui vont avoir lieu ce samedi 21 septembre partout en France, à l'appel des organisations de jeunesse et des associations. Moi, je vous invite à les rejoindre. C'est une question d'honneur et de dignité. Il n'y aura pas de gouvernement a priori avant dimanche, le temps de consulter tout le monde pour le Premier ministre Michel Barnier. Les communistes avec Fabien Roussel ont rendez-vous aujourd'hui à Matignon sur invitation de Michel Barnier. Ça vous agace que les communistes, membres du nouveau Front Populaire, répondent à cette invitation? Non, mais d'abord, moi, avant de réagir à l'invitation des communistes, je veux quand même vous dire que, en ce qui nous concerne, nous n'avons même pas été contactés. Donc, on ne nous a même pas demandé. Je sais que les socialistes ont dit qu'ils n'iraient pas. Et moi, si vous me posez maintenant la question, je me retrouve davantage dans la prise de position des socialistes qui consiste à dire, à partir du moment où on a d'ores et déjà annoncé, et je l'assume,
que nous allons déposer une motion de censure pour renverser M. Barnier, je trouve ça un peu incongru et pas très cohérent d'aller discuter avec lui avant, puisque nous voulons le renverser. Donc il fait une erreur, en fait, Fabien Roussel, en y allant. Maintenant, dans une coalition comme le Nouveau Front Populaire, il peut arriver que sur un certain nombre de sujets, on n'ait pas tous les mêmes choix. Bon, c'est comme ça. Mais Juste moi, si vous me demandez mon avis, de si j'avais été sollicité, voilà ce que j'aurais répondu. D'un mot à propos de la motion de censure, si le RN dépose une motion de censure, est-ce que vous votez avec eux? Non, mais nous sommes 193 députés, monsieur. Nous sommes donc la coalition électorale qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ce qui ne suffit pas à renverser le. Oui, mais d'accord, mais c'est donc la motion, comme nous sommes les plus nombreux, c'est notre motion qui peut avoir une chance de renverser monsieur Barnier. Donc la question, elle se pose pas dans les termes. Elle se pose dans l'autre sens. Voilà. C'est le Rassemblement national qui doit décider. Mais j'ai bien compris que le Rassemblement national a décidé de trahir ses électrices et ses électeurs, puisque ils ont été élus sur l'idée qu'ils allaient rompre avec la politique d'Emmanuel Macron, et en vérité, ils deviennent les roues de secours et les béquilles de la continuité du macronisme. Ça devrait intéresser des électrices et des électeurs du Rassemblement national. C'est pas forcément ce qui va se passer sur le fond, Manuel Bompard, puisque le 31 octobre prochain, une proposition de loi Rassemblement national sera examinée à l'Assemblée pour abroger la réforme des retraites. Donc on n'est pas dans la continuité d'Emmanuel Macron. Certains à gauche comme les communistes. Je vais répondre à votre question. Oui, mais laissez-moi finir ma question et après vous pouvez répondre. Je sais la question que vous allez me poser. Certains à gauche comme les communistes ou quelques socialistes pourraient la voter. Cette proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites. Et vous? Je vais vous répondre, mais précisément, on voit là toute l'hypocrisie du Rassemblement national. Parce que vous pouvez dire que vous allez déposer ça dans votre niche parlementaire, mais à partir du moment où vous laissez M. Barnier en place, alors que vous avez la possibilité de le censurer, de le faire tomber, alors que M. Barnier s'est déjà prononcé pour la retraite à 65 ans, là on voit toute l'hypocrisie du Rassemblement national. Maintenant, je vais vous dire, vous pouvez me parler de la proposition du Rassemblement national. Je vous rappelle qu'au mois de juillet, avec Mathilde Panot, nous avons déposé, nous, une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. Nous n'avons pas attendu de faire un coup politicien pour masquer notre lâcheté et notre... Eh ben moi, je pense qu'il y aura avant le 31 octobre un vote à l'Assemblée nationale sur l'abrogation de la réforme des retraites. Vous dites je voterai pour. Vous dites je pense. Oui, parce qu'il y a des outils pour le faire, parce qu'il va y avoir par exemple les discussions dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale et qui vont commencer avant le 31 octobre à l'Assemblée nationale. Donc c'est à ce moment-là, moi, je vous dis que nous déposerons un amendement. Nous déposerons un amendement pour abroger la retraite à 64 ans dans les discussions du projet de loi de finances de la sécurité sociale, et nous demandons à ce que la proposition de loi que nous avons déposée pour abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant le 31 octobre. Et nous n'avons pas l'intention de participer à une opération pour essayer de remaquiller le Rassemblement national en opposant. Et donc vous dites au RN, votez cet amendement. Eh ben, on va voir s'ils sont cohérents à cet instant, parce que moi j'ai pas l'intention, si vous voulez, de venir remaquiller ou cacher la vérité de ce que fait le Rassemblement national, c'est-à-dire qui sert de béquille au macronisme. C'est le Rassemblement national qui va permettre aujourd'hui, par exemple, que le pire budget d'austérité que notre pays n'ait jamais connu puisse voir le jour à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est la responsabilité du Rassemblement national. Un dernier sujet dans l'actualité ce matin. Victor Castanet, l'auteur du livre Les Fossoyeurs, qui avait révélé le scandale Orpea, publie une nouvelle enquête sur le secteur des crèches privées. Ça s'appelle Les Ogres. Ça sort demain. Révélation sur le financement public des crèches privées. Selon le livre, il y aurait notamment cette scène dans laquelle la ministre démissionnaire de la famille Aurore Berger aurait tout fait pour empêcher la tenue d'une mission parlementaire sur les dysfonctionnements de ces groupes de crèches. Vous qui êtes parlementaire, vous étiez au courant? C'est un énorme scandale. C'est un énorme scandale parce qu'il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a été initiée par mon collègue William Martinet. Et Madame Berger a juré qu'elle n'avait aucun contact avec le lobby des crèches privées. Et là, on apprend qu'en fait, c'est le cas. Et les macronistes se sont opposés à la mise en place de cette commission d'enquête sur les crèches privées. Or, le système des crèches privées aujourd'hui, c'est responsable d'un système de maltraitance institutionnelle, de difficultés pour les salariés qui sont dans une situation de souffrance énorme. Et donc il y a une volonté du pouvoir de protéger le système des crèches privées. Voilà ce que je dis. Il faut arrêter avec ce système des crèches privées. Aujourd'hui, il faut geler, pas de nouvelles places dans le système privé, dans le système lucratif des crèches. Et il faut enfin développer un service public de la petite enfance, parce que nos... En conclusion, l'intervention de Manuel Bompard n'est pas seulement un appel à la destitution de Macron, mais un véritable cri de ralliement pour tous ceux qui croient en une démocratie authentique. Alors que nous faisons face à une période de crise sociale et politique, il est impératif de ne pas rester silencieux face à l'arrogance et aux abus de pouvoir. Bompard nous rappelle que le mépris affiché par le président envers les citoyens ne peut pas être toléré. Nous devons prendre conscience de l'importance de notre engagement collectif.
Chaque voix compte, chaque acte de résistance fait écho. Les manifestations ne sont pas simplement des moments de colère, mais des expressions de notre volonté de changement. Il est essentiel que nous nous unissions pour revendiquer nos droits, défendre nos libertés et lutter contre les inégalités croissantes qui rongent notre société. La répression de la dissidence ne doit pas nous faire reculer, mais au contraire, nous galvaniser. Nous avons la responsabilité de dénoncer les dérives autoritaires et de porter haut les valeurs de justice et d'égalité. L'appel de Bompard à marcher le 21 n'est qu'une étape dans une lutte plus vaste, celle qui vise à rétablir un lien de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Nous avons le pouvoir de changer les choses, mais cela nécessite une mobilisation massive et déterminée. Soyons prêts à nous lever, à faire entendre notre voix et à exiger un avenir où chacun de nous a sa place. Le changement ne viendra pas tout seul, il dépend de notre capacité à agir ensemble. Alors, engageons-nous dans cette lutte pour la justice sociale et pour une démocratie qui respecte véritablement la voix du peuple.